Ma sœur s'est levée en plein tribunal et a hurlé, ce n'est qu'une ancienne combattante SDF. Les mots ont frappé la salle remplie de chaussures cirées et de marches froides comme une grenade dégoupillée. Je n'ai pas scié. J'ai juste regardé celle qui partage mon sang essayer de me dépouiller de chaque once de dignité qu'il me restait. Puis je me suis levé, j'ai marché jusqu'au bureau du président du tribunal et j'ai posé un seul document devant lui. Il l'a lu une fois, a levé les yeux et a ordonné, verrouillez les portes. Personne ne sort de cette salle. C'est là que tout a basculé. Avant de vous raconter comment on en est arrivé là, mettez un j'aime et laissez un commentaire. D'où m'écoutez-vous ce soir? Dites-moi si vous avez déjà dû vous battre contre votre propre famille pour la vérité. Lorsque je suis sorti du taxi ce matin-là, l'air sentait la pluie et la poussière, ce genre d'odeur qui colle aux bottes et aux souvenirs. Le 14 allée des Tilleuls se dressait exactement là où elle avait toujours été, mais la chaleur dont je me souvenais avait disparu. La lumière du porche clignotait au-dessus de la porte, non pas en guise de bienvenue, mais comme un avertissement. Il y avait un nouveau digicode sur le portail, de nouvelles serrures, et un panneau à vendre penché dans le jardin, son coin pris dans le vent. Je me tenais là en uniforme, mes papiers de démobilisation toujours dans mon sac, 25 ans de service pliés soigneusement à l'intérieur. Je pensais rentrer à la maison. Au lieu de cela, la voix de ma sœur a résonné dans l'interphone, tranchante et répétée comme un texte appris par cœur, « Tu ne peux pas être ici, Manon. Ce n'est plus ta maison. » Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle plaisantait. J'ai même souri. « Chloé, ouvre le portail. Je veux juste voir maman. » Elle ne veut pas te voir. Aucun de nous ne le veut. Ces mots ont tranché plus net que n'importe quelle lame que j'avais maniée sur le terrain. J'ai réessayé, plus calmement cette fois. Je veux juste parler. Chloé a hésité. Puis elle a prononcé la phrase qui a tout scellé, tu es parti. Tu as disparu. Tu n'es pas sur le testament. 10 minutes plus tard, une voiture de police s'est arrêtée. Le jeune agent a vérifié les documents que Chloé lui avait tendus. Cette propriété appartient à Monsieur Bernard et Madame Chloé Valmont, a-t-il dit. Le plus âgé m'a regardé, les yeux se plissant en voyant l'insigne sur ma veste. Lieutenant-colonel Dubois. J'ai hoché la tête, il a soupiré. Madame, je suis désolé. Vous allez devoir partir. Le portail s'est refermé avec un clic métallique, l'acier contre l'acier, et le bruit s'est logé quelque part dans ma poitrine. J'ai marché jusqu'au trottoir, celui-là même où mon grand-père m'avait appris le code Morse, vérité. Maintenant, tout ce que je pouvais lire, c'était le silence. Cette nuit-là, je suis resté assise dans ma voiture à 2 rues de là. La maison brillait d'une lueur ambrée à travers les arbres, familière et pourtant étrangère. Toutes les fenêtres étaient allumées, mais pas pour moi. Les gens à l'intérieur, ma famille, avançaient sans regarder en arrière. Je suis resté jusqu'à l'aube, regardant la lumière s'estomper, me souvenant des derniers mots que mon grand-père m'avait dit avant de mourir, chaque mensonge laisse une trace, Manon. Même les mensonges de famille. Je ne le savais pas encore, mais il avait raison. Et les traces qu'ils avaient laissées derrière eux étaient sur le point de brûler. Le lendemain matin, je me suis retrouvé dans un café près de la rue de la République, le genre d'endroit avec du café brûlé et des coins tranquilles où les mauvaises nouvelles atterrissent doucement. Camille, une amie avocate, était déjà là, les cheveux tirés en arrière, blazer sombre, avec la même concentration intense qu'elle avait à la fac de droit quand elle argumentait chaque point comme si sa vie en dépendait. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle a juste glissé une tablette sur la table. J'ai pensé que tu devrais voir ça, a-t-elle dit. Sur l'écran figurait une annonce immobilière, le 14 allée des Tilleuls, la maison de mon grand-père, mise en vente sous le nom de SCI La Crête du Corbeau. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre. C'est impossible. Camille a zoomé sur la ligne du vendeur. Mon nom était là, signé à l'encre noire, net et propre. Ce n'est pas ma signature. Je sais, a-t-elle dit doucement. C'est une falsification. Le tampon du notaire remonte à quelqu'un qui a été suspendu l'année dernière pour faux en écriture. La pièce a tangué une seconde comme si la gravité m'avait oublié. Donc ils ne l'ont pas juste prise, ai-je chuchoté. Ils ont construit tout un mensonge pour que ça ait l'air légal. Le regard de Camille s'est adouci, mais son ton est resté ferme. Le mari de ta sœur, Thomas Garnier, est listé comme contact logistique pour la SCI.
Et le nom de ton père apparaît sur plusieurs approbations de paiement. Les mots « approbation de paiement » ont frappé plus fort que n'importe quel coup de feu entendu en opération extérieure. Mon propre sang avait transformé ma vie en paperasse administrative. Je me suis reculé, regardant par la fenêtre la rue, les gens qui passaient avec leurs gobelets de café et leurs rires, des vies normales épargnées par la trahison. Mon grand-père m'a dit que la maison serait à moi, ai-je dit. Il me l'a dit en face la veille de sa mort. Alors il doit y avoir une preuve, a dit Camille. Un testament antérieur, peut-être un enregistrement audio, un email, une lettre, quelque chose. Quelque chose a fait clic en moi. Mon vieil ordinateur portable. Il y a des années, j'avais numérisé ces dossiers, tout sauvegardé sur un disque dur externe étiqueté l'archive familiale. Je ne l'avais pas regardé depuis mon déploiement. Camille s'est penchée en avant. Si tu peux trouver ne serait-ce qu'une incohérence, des horodatages, une écriture manuscrite, des journaux financiers, c'est suffisant pour ouvrir le dossier. J'ai hoché la tête lentement. Je vais trouver. Au moment où j'ai quitté le café, le choc s'était refroidi pour devenir quelque chose de plus tranchant. La trahison avait toujours été une histoire qu'on entendait sur les autres, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. En marchant vers ma voiture, le vent s'est levé, portant l'odeur de la pluie et de l'asphalte. J'ai serré mon manteau et pensé à la voix de Chloé, à quel point elle avait semblé froide et certaine. Ils pensent que je ne riposterai pas, ai-je murmuré. Ils ont déjà oublié qui m'a appris à me battre. Cette nuit-là, j'ai fouillé dans des cartons empilés dans mon petit appartement. Des boîtes en métal, de vieux disques durs, des carnets qui sentaient vaguement le cèdre et la poussière. Chaque bruit semblait plus fort qu'il n'aurait dû l'être. J'ai trouvé le disque dur enfoui sous une vieille veste de treillis, étiqueté l'archive familiale de l'écriture tremblante de mon grand-père. Lorsque l'écran s'est allumé, sa voix a résonné dans ma mémoire. Chaque mensonge laisse une trace. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver la première. La copie numérique de son testament, signée, datée, attestée. Le nom dessus était le mien. Mais quand je l'ai comparé à celui que l'avocat de Chloé avait déposé, les signatures ne correspondaient pas. La leur semblait parfaite. Trop parfaite. Lisse comme faite par une machine. À minuit, mon bureau était couvert d'impressions, de lignes surlignées et de notes griffonnées dans les marges. Je n'étais plus seulement en deuil. J'enquêtais. Le lendemain matin, Camille a appelé. J'ai contacté un vieux contact, quelqu'un qui pourrait nous aider à tracer les flux financiers. Lucas, ai-je dit avant qu'elle ne puisse finir. Elle a marqué une pause. Tu lui confies toujours ta vie ? J'ai répondu, c'est lui qui m'a appris à voir ce que les gens cachent. 1 heure plus tard, Lucas et moi étions sur une ligne sécurisée. Sa voix n'avait pas changé, stable, pragmatique, juste assez de sarcasme pour paraître vivant. Ça fait un bail, Manon, a-t-il dit. Tu as toujours attiré les ennuis. Pas de ce genre, ai-je dit. Cette fois, c'est le sang qui parle. Il a commencé à lancer des traçages sur les comptes liés à la SCI La Crête du Corbeau. En quelques minutes, les noms sont apparus comme des fantômes. Thomas Garnier, Bernard Delcourt, cachés derrière des factures écran et de faux paiements de services. Le mari de ta sœur déplace l'argent, a dit Lucas. Ton père signe les autorisations. Du blanchiment interne classique. J'ai senti mon pouce accélérer, non pas de peur, mais de clarté. Peux-tu sortir les documents sources ? C'est déjà fait. Mais Manon, fais attention. Ces gens ne sont pas des amateurs. S'ils savent que tu creuses. Ils savent déjà, ai-je coupé. Et j'avais raison. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu, tu joues avec le feu. Nous avons ton dossier psychiatrique. J'ai fixé l'écran, la mâchoire serrée. Il me voulait instable, discrédité, effacé à nouveau. Mais le soldat en moi n'a entendu qu'un défi. J'ai éteint mon téléphone, démarré mon ordinateur portable et ouvert un canal sécurisé avec Camille et Lucas. On commence ce soir, ai-je dit. Tout ce qu'ils ont falsifié, on va le défaire ligne par ligne. Alors que nous travaillions tous les trois, j'ai vu le motif émerger. Transfert de propriété falsifié, paiement caché, acte notarié altéré. Chaque mensonge était horodaté, chaque tromperie traçable. Au lever du soleil,
je tenais le seul document qui pouvait tous les faire tomber, l'acte de propriété original, vérifié numériquement avec la déclaration enregistrée de mon grand-père en pièces jointes. Je l'ai regardé longuement, puis je l'ai glissé dans un dossier. C'est ça, ai-je chuchoté. Un papier, c'est tout ce qu'il faut. La salle d'audience était plus froide que je ne l'avais prévu. C'était peut-être le marbre. Peut-être le silence, ce genre de silence qui appuie contre votre peau jusqu'à ce que vous sentiez votre pouls dans votre gorge. Je me suis assise, droite, les mains jointes, les plis de mon uniforme tranchant comme une lame. 25 ans de service m'avaient appris à me tenir droite quand le monde essayait de me réduire. De l'autre côté de l'allée étaient assis ceux qui partageaient mon sang. Mon père, Bernard, dans un costume bleu marine, faisant semblant de ne pas me voir. Ma sœur, Chloé, avec ses boucles d'oreilles en perles et sa posture parfaite. Et Thomas, son mari, faisant défiler son téléphone comme si la justice l'ennuyait. Lorsque l'huissier a appelé mon nom, je me suis levé. Le titre sonnait encore étrange quand quelqu'un d'autre le disait, lieutenant-colonel Manon Dubois, partie civile. Pendant un instant, j'ai croisé le regard de mon père. Il était calme. Trop calme. Ce genre de calme qui vient quand on pense avoir déjà gagné. Les débats ont commencé. Le procureur a exposé les preuves que nous avions passé des mois à rassembler, paiements altérés, documents falsifiés, actes notariés sous une licence suspendue. Camille était assise à côté de moi, feuilletant ses notes, ses mouvements méthodiques. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle n'avait pas besoin de le faire. La vérité était assez lourde pour parler d'elle-même. Mais la défense est venue armée de venin. Leur avocat m'a dépeinte comme instable, un soldat hanté par le déploiement, inapte à gérer une propriété, incapable de distinguer la loyauté de la paranoïa. Ils m'ont traité d'erratique, d'amère, une femme qui ne peut pas tourner la page. Et puis Chloé s'est levée. C'est juste une ancienne combattante SDF, a-t-elle crié, sa voix se brisant à travers la salle d'audience. Les mots ont frappé comme des éclats d'obus résonnant sur les murs. Le juge a frappé de son marteau, appelant à l'ordre, mais le mal était fait. Chaque murmure, chaque paire d'yeux se sont tournés vers moi. Je n'ai pas parlé. Je n'ai même pas cligné des yeux. Je l'ai laissé finir de creuser sa propre tombe. Quand le silence est revenu, je me suis levé. Monsieur le Président, ai-je dit calmement. Puis-je m'approcher? Il a hésité, puis a hoché la tête. J'ai marché jusqu'à la barre, mes talons claquant contre le sol. Chaque pas semblait délibéré, final. Quand je l'ai atteint, j'ai posé un unique dossier sur son bureau. Un document, ai-je dit, du registre des hypothèques originales, vérifié par audit fédéral. Il l'a ouvert, a scanné les pages, puis a levé les yeux. Son expression a changé. D'abord la confusion, puis la reconnaissance, puis quelque chose proche de l'incrédulité. Il a frappé son marteau une fois. Verrouillez les portes, a-t-il dit. Personne ne quitte cette salle. Toute la salle d'audience s'est figée. L'huissier s'est dirigé vers la porte, la scellant. La mâchoire de Chloé s'est décrochée. Thomas a levé les yeux de son téléphone, la couleur quittant son visage. Mon père est resté parfaitement immobile, son masque se fissurant au ralenti. Le juge a repris la parole, la voix ferme, ces documents montrent un acte de propriété falsifié, des paiements de transfert falsifiés et l'utilisation non autorisée d'une identité militaire. Les signatures dans le dossier ne correspondent pas aux exemplaires vérifiés, et la piste d'autorisation mène directement à vous, monsieur Delcourt. Mon père n'a pas nié. Il a simplement expiré et a détourné le visage. Maman, assise derrière eux, tremblait. Sa main couvrait sa bouche, ses yeux étaient humides. Les lèvres de Chloé se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. La même voix qui m'avait traité de SDF pouvait à peine respirer. Camille s'est levée à côté de moi, calme, sereine. Ce genre de présence qu'on ne remarque que lorsqu'on réalise que c'est elle qui maintient la stabilité de la pièce. Monsieur le Président, a-t-elle dit, nous avons des preuves corroborantes de fraude financière et de coercition. Tout a été vérifié par les canaux officiels. Le juge a hoché la tête lentement. C'est noté. La Cour va faire une brève suspension pour vérification. Il est parti. L'air ne bougeait plus. Personne ne parlait. L'avocat de mon père s'est penché, chuchotant urgemment, mais Bernard regardait juste devant lui.
Finalement, il a tourné la tête vers moi. Tu n'étais pas obligé de faire ça, a-t-il dit doucement. La famille reste discrète. La famille ne vole pas, ai-je répondu. Chloé a craqué, les larmes coulant à travers le maquillage qu'elle avait passé des heures à perfectionner. C'était l'idée de papa. Il a dit que tu t'en ficherais. Tu étais parti. Tu avais ta carrière. Je n'ai pas répondu. Je lui avais déjà donné trop d'air à respirer. Quand le juge est revenu, son ton était sec, précis, impitoyable. Cette cour trouve des preuves suffisantes de fraude, de faux et usage de faux, et de fausses déclarations intentionnelles. La propriété du 14 allée des Tilleuls sera restituée à l'héritière légitime en attendant les accusations pénales pour les défendeurs. Il m'a regardé. Lieutenant-colonel Dubois, souhaitez-vous vous adresser à la cour avant le prononcé de la peine? J'ai hésité. Chaque version de la colère que j'avais avalée au cours de l'année passée est remontée dans ma poitrine. Mais quand j'ai finalement parlé, ma voix était calme. J'ai passé ma vie à combattre des ennemis que je ne voyais jamais. Des gens qu'on m'avait dit de craindre. Mais la vraie guerre a commencé le jour où ma propre famille a essayé de m'effacer. Je ne suis pas là pour la vengeance. Je suis là pour la vérité. Silence. Le juge a hoché la tête une fois, les yeux stables. Alors la justice suivra. Il s'est tourné vers les accusés. Chloé Valmont, 6 ans. Thomas Garnier, 8 ans. Bernard Delcourt, 10 ans. Prison ferme sans aménagement. Le marteau est tombé. Personne n'a bougé. J'ai vu les épaules de mon père s'affaisser. Le visage de ma sœur se vider de son sang. Ma mère se couvrir les yeux. Le bruit des menottes qui se fermaient était doux, presque miséricordieux. Quand ils les ont emmenés, Chloé s'est retournée une dernière fois, la bouche tremblante. Je n'ai pas croisé son regard. Alors que la salle d'audience se vidait, un ancien combattant dans le public, un inconnu, peut-être 70 ans, s'est levé, hochant la tête une fois dans ma direction. On ne reste pas effacé, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête en retour. Dehors, le vent était vif, mais il ne piquait pas. J'ai descendu les marches du palais de justice, le dossier à la main, ce papier qui m'avait tout coûté mais qui m'avait rendu mon nom. Il m'avait traité d'ancienne combattante sans abri. Mais on ne peut pas perdre sa maison quand elle est construite sur la vérité. La nouvelle s'est répandue vite, plus vite que je ne l'espérais. Dès le lendemain matin, les gros titres locaux lisaient « Une vétéran expose une fraude familiale dans un duel au tribunal ». Je n'ai pas lu les articles en entier. Je n'en avais pas besoin. Le verdict parlait plus fort que n'importe quelle interview ne le pourrait jamais. Chloé a été condamnée à 6 ans pour faux en écriture et entrave à la justice. Thomas a pris 8 ans pour blanchiment via de faux comptes logistiques. Mon père, Bernard Delcourt, l'homme qui m'avait appris à saluer avant que je ne sache épeler mon propre nom, a écopé de 10 ans pour avoir orchestré le stratagème. Pas de liberté conditionnelle. Maman n'a pas parlé pendant le verdict. Quand je l'ai vue à l'extérieur de la salle d'audience, elle semblait plus petite, les épaules voûtées sous un manteau pâle. Elle a tendu la main vers moi, puis s'est arrêtée à mi-chemin, sa main tremblant dans l'air. Je ne savais pas, a-t-elle chuchoté. J'ai regardé sa main, puis ses yeux. Peut-être pas. Mais tu ne voulais pas savoir non plus. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Certaines vérités n'ont pas besoin de volume. Elles ont juste besoin de lumière. Une semaine plus tard, j'ai visité le 14 allée des Tilleuls une dernière fois. Le portail d'entrée restait ouvert, maintenant orné d'un ruban de police flottant au vent. Les hortensias que ma grand-mère avait plantées avaient survécu, poussant à travers la terre qui avait été piétinée par l'avidité. Je me suis agenouillé à côté d'eux, brossant la terre des pétales. J'ai tenu ta promesse, papy, ai-je murmuré. Chaque mensonge a laissé une trace. Je les ai juste suivis jusqu'à la maison. Je n'ai pas récupéré la maison pour y vivre. Je l'ai donnée à une fondation pour les anciens combattants qui aident les soldats à reconstruire leur vie. Que quelqu'un d'autre y trouve la paix. Quelqu'un qui avait encore besoin d'une adresse pour recommencer. Cette nuit-là, je me suis tenu face à l'océan. Le ciel était strié de gris et d'argent. L'horizon semblait infini, indompté. Exactement ce à quoi la liberté devrait ressembler. Pour la première fois depuis des années, je ne combattais personne.
Je ne me défendais pas. J'étais juste immobile. La justice, j'ai réalisé, ne rugit pas. Elle se pose. Ils m'ont traité de SDF, mais ce n'était jamais vrai. Je n'ai jamais été sans abri. J'étais juste malvenu dans l'endroit que j'avais aidé à construire. Et parfois, ça fait plus mal que n'importe quelle blessure de guerre. Mais j'ai appris quelque chose dans cette salle d'audience, la maison, ce n'est pas 4 murs ou un nom sur un acte notarié. C'est la vérité que vous refusez d'enterrer. Je marche différemment maintenant, plus légère. Je ne porte pas d'amertume, seulement la mémoire. Chaque personne qui a essayé de m'effacer doit vivre avec l'écho de ses propres mensonges. Et c'est une punition suffisante. Les gens demandent si je regrette de les avoir traînés en justice. La réponse est simple. Non. Parce que le silence ne protège pas les innocents. Il protège les coupables.